Nous allons avoir maintenant une session table ronde avec Kirili de Polnay de l'OMS qui va la modérer. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité pour animer cette table ronde. Alors vraiment, j'en ai la chair de poule. Les discussions sont incroyablement importantes et je suis ravie qu'on en parle au sein des MSF. On repousse ainsi les limites. Alors, nous allons réinviter les différents conférenciers à venir participer à la table ronde. Il y aura également d'autres conférenciers. Nous avons Olivier qui nous rejoint de Bruxelles, donc Olivia Tampalini, qui est chez MSF depuis 2006 sur le terrain en tant que docteur, coordinatrice médicale. Et depuis 2019, elle est au siège et travaille aux opérations pour couvrir l'Afrique de l'Est et Haïti. Nous aurons également Honorine, qui est infirmière formée au Rwanda. Elle travaille chez MSF également depuis un grand nombre d'années et elle a joué un rôle primordial dans la mise en place du soin kangourou. Bienvenue à vous tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, pour démarrer, je vais vous poser quelques questions, des questions à nos deux participants à la table ronde pour que les autres se reposent un peu. Donc, Honorine, je commence par vous. Vous avez travaillé dans un grand nombre de pays avec MSF, un grand nombre de projets. Donc, de votre point de vue, comment est-ce que, enfin, où est-ce qu'on en est en fait? Où est-ce qu'on en est en matière de soins axés sur la famille au sein de MSF? Merci beaucoup. Alors, comme vous l'avez dit, je m'appelle Honorine. Je suis leader chez MSF. Je travaille à MSF depuis pas mal d'années. J'ai commencé à Haïti en tant qu'infirmière pédiatrique. Donc, je travaillais dans une unité soins kangourous. Ensuite, je suis allée en République centrafricaine pour mettre en œuvre les soins kangourous. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui à MSF? Et j'aimerais remercier MSF parce qu'ils m'ont donné la possibilité de mettre en œuvre les soins kangourous en République centrafricaine. Et c'était assez nouveau. Lorsque j'ai démarré le projet, eh bien, c'était nouveau. Je parlais des soins kangourous. Eh bien, certains membres du personnel m'appelaient même maman kangourou, n'est-ce pas? Parce que c'était nouveau. Donc, lorsque nous avons démarré, avant, eh bien, ils mélangeaient les bébés avec les autres enfants. Alors, nous avons commencé à séparer les bébés des autres enfants et ensuite nous avons négocié avec le directeur médical parce que c'était un hôpital du ministère de la Santé et ils nous ont donné une salle. Mais l'idée venait de MSF. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, nous avons des salles dédiées aux soins kangourous, 10 lits, et nous avons également présents au niveau communautaire dans les centres de santé. Nous formons les mères pendant les consultations anténatales, par exemple, parce que NDK, eh bien, nous suivons vraiment les mères pendant tout le cycle maternel. Donc, il faut que les mères demandent à ce que leurs enfants soient mis sur la liste soins kangourous assez tôt. Donc, nous sommes présents dans les centres communautaires, également les hôpitaux. Donc, voilà où nous en sommes. Donc, le soin kangourou, ce n'est plus quelque chose qui concerne uniquement le personnel médical. Les équipes de promotion de soins de santé aussi s'y intéressent. Nous travaillons avec les équipes de soins mentaux et de santé mentale parce que vous savez que ça peut prendre du temps de mettre en place les soins kangourous et certaines mères peuvent être légèrement déprimées. Donc, nous avons du personnel de santé mentale qui viennent tous les jours à l'unité de soins kangourous pour parler avec les mères. Il y a une autre équipe qui est l'équipe IPC. Alors, où est-ce qu'on en est? On travaille avec les mères, on parle de sensibilisation, on leur parle d'hygiène personnelle. Également, nous impliquons d'autres membres de la famille. Lorsque la mère est gravement malade, eh bien, le père peut lui aussi prodiguer les soins kangourous ou un autre membre de la famille peut le faire. Donc, c'est plus uniquement quelque chose qui concerne la mère. Voilà, on continue à l'appeler kangourou, mais parfois, c'est le soin kangourou pratiqué par le père. Donc, voilà où nous en sommes.
Merci beaucoup, Honorine. Et vraiment, vous parlez de la santé mentale, IPC, et nous savons que tout le monde doit être impliqué, quel que soit le projet pédiatrique ou projet nutrition. C'est vraiment un élément primordial, je crois. Ensuite, Livia, comment envisagez-vous les soins kangourous? De quelle façon est-ce qu'ils s'intègrent dans les valeurs de MSF, selon vous? Merci. Alors, bien entendu, cette politique zéro paration, enfin cet effort zéro paration, est tout à fait en phase avec nos valeurs. À MSF, nous voulons être une organisation médicale et notre objectif est de voir le patient sous tous les angles, de comprendre d'où il vient. Cela implique également que les patients, ce n'est pas uniquement un enfant, un bébé isolé, c'est un enfant qui est au sein d'une famille. Et j'aime beaucoup cette stratégie de séparation parce que il faut que nous soyons des pionniers à MSF. Nous sommes une organisation médicale qui cherche à trouver des solutions nouvelles et cet effort, cette politique zéro séparation avec les soins kangourous immédiats, eh bien, je pense que c'est une très bonne chose parce que c'est abordable. Donc, ça ne s'adresse pas uniquement à certains États, certaines régions. Non, ça peut être mis en place partout. On demande aux mères de rester plus longtemps avec le bébé et c'est différent d'autres types, de solutions, biomédicales. Par exemple, une mère ou un père ou un autre membre de la famille, eh bien, c'est une solution, bien plus abordable dans les environnements dans lesquels nous travaillons. Donc à mon sens, c'est important parce que cela permet de raccourcir finalement, le lien entre, le type de, médecine que nous pratiquons sur un pays et celui que nous pratiquons dans d'autres pays. Et ça, nous pouvons le proposer un peu partout. Moi, je n'ai pas peur de proposer cela au milieu de nulle part, mais aussi dans un endroit où il y aurait un grand nombre de médecins ou de personnels infirmiers disponibles. Donc je pense qu'il y a tellement d'éléments finalement qui s'intègrent dans, notre approche et nos travaux. Merci beaucoup Olivia, merci. Alors, vous avez parlé des, principes fondateurs de MSF, la proximité, tout cela effectivement va dans ce sens et aussi l'aspect de l'égalité, de l'équité. Nous essayons de fournir, des solutions, pour les nourrissons dans tous les milieux, tous les pays. Alors Barbara, vous en avez, beaucoup parlé dans votre présentation, mais est-ce que vous pouvez peut-être répéter cela? Nous avons vu que cette approche axée sur la famille, ça sera un changement d'état d'esprit pour un certain nombre de personnels, dans le secteur de la santé. Parce que souvent, on a tendance à croire que c'est le médecin qui sait ce qui est bon pour l'enfant et pour la famille. Alors, quels seraient peut-être les points de résistance que vous aurez constatés, auprès du personnel de santé? Comment surmonter ces résistances? Merci pour votre question. Alors, en vérité, c'est très difficile de changer la façon dont on travaille avec ces patients lorsque l'on exerce, sa profession depuis un grand nombre d'années. Le son de l'intervenante est très mauvais malheureusement, impossible d'interpréter. Barbara, on ne vous entend plus. En fait, le son coupe, énormément. On ne vous entend plus. Peut-être que vous pourriez éteindre votre caméra afin qu'on vous entende mieux, moi, qu'on vous ait complètement perdu. Oui, ça coupe, le son coupe, mais on reviendra peut-être vers vous tout à l'heure. Voilà, attendez, on essaie encore une deuxième fois. Ah, on vous entend. Vous m'entendez? Oui, allez-y, recommencez. Non, malheureusement, le son de l'intervenante est totalement inaudible.
Barbara, je suis désolée, on ne vous entend pas du tout. Écoutez, gardez vos propos en réserve. On veut entendre ce que vous avez à nous dire. On va voir si on peut vous aider sur le plan technique, mais voilà, restez là. Alors ensuite, je vais donner la parole à Naomi. Donc, vous avez vu la participation des personnels de santé. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les compétences qui sont nécessaires selon vous. Donc, les professionnels de santé, quelles sont les compétences dont ils ont besoin pour fournir ces soins axés sur la famille? Alors, les compétences qui pourraient être nécessaires, eh bien, tout d'abord, il faut former ces personnels de santé, y compris le personnel infirmier, les médecins et tout le monde, en fait. Toutes les personnes qui vont être impliquées dans le soin prodigué aux patients. Toutes ces personnes doivent être formées. Il faut également la participation de la mère ou de la personne qui va l'aider, que ce soit le père ou que ce soit un autre membre de la famille, un proche qui sera là également. Donc, ces personnes doivent être formées, doivent être éduquées, sensibilisées à l'importance de ces soins axés sur la famille. Donc oui, c'était difficile au début parce que c'est quelque chose de nouveau. Et il faut éduquer les gens, il faut leur expliquer l'importance de ces soins kangourous immédiats, du fait qu'il faut impliquer la mère dès le départ, du fait qu'il est important d'avoir zéro séparation. Et les gens, petit à petit, ont compris finalement en quoi cela consiste, hein. Et petit à petit, les choses sont devenues plus simples, hein. Les femmes, les mères pouvaient parler aux infirmières, poser des questions, aider à prendre soin des bébés et même certaines personnes qui venaient juste pour aider, eh bien, au début, c'était un peu difficile, mais finalement, après explication, tout s'est bien déroulé. Merci, Naomi. Alors, pour reprendre ce que disait Sophie, c'est vraiment bien d'avoir une représentante des parents ici. Et vous avez dit beaucoup de choses, hein. Et rien que d'écouter cette mère dans la vidéo qui disait, moi, je vais être là à chaque progrès de mon bébé. Et c'est vraiment important. Vous avez parlé du fait que voilà, les bébés sont tout petits et moi, j'ai eu la même expérience avec mon bébé et je ressens tout ça. Alors, peut-être que vous pouvez le redire. On va l'écouter la présentation, mais redites-le encore, hein. Quels sont les éléments importants dans cette relation entre les personnels de santé et les parents pour que, on ait zéro séparation et une santé axée sur la famille? Alors, je crois qu'une fois qu'on a établi que, les parents sont au centre de la santé et des soins prodigués aux bébés qui ne sont pas juste des visiteurs, eh bien, tout de suite, ça ouvre les voies de communication. Moi, c'est ce que j'ai constaté dans notre expérience. Ils ont vu que nous étions intéressés, ils ont vu que nous voulions apprendre. Et ça leur a simplifié la tâche, en fait, pour qu'ils puissent nous intégrer dans les soins prodigués aux bébés. Nous faisions partie de l'équipe. Je me rappelle qu'une fois, bon, ça arrive dans nos pays, n'est-ce pas? Il y avait une grève immense. Et je me dis, bon, bah, s'il n'y a pas d'infirmières qui viennent au travail, ben moi, je peux travailler, je peux participer. Grâce à la formation que j'avais reçue, l'éducation, le fait qu'elle me parlait comme étant une membre de l'équipe. Quand je ne comprenais pas, elle utilisait des mots simples pour que je comprenne. Donc tout ce qu'il faut, c'est surmonter cet, obstacle, s'il vous plaît, cette, séparation entre les médecins d'un côté et les parents de l'autre, parce qu'on fait tous partie de la même équipe. On veut tous que les bébés survivent. On veut tous que les enfants rentrent chez eux en bonne santé. C'est ça l'objectif. Donc, une fois qu'on comprend qu'on n'est pas en concurrence les uns avec les autres, que l'un est plus important que l'autre, eh bien, je pense que là, les choses sont plutôt positives pour l'avenir. Très bien. Donc, ce que vous dites, il y a cet élément de confiance et être considéré comme étant un égal, en fait, sur un pied d'égalité. Et également, l'importance d'expliquer les choses en des termes simples, hein, pas uniquement des termes complètement médicaux et les parents qui hésitent peut-être à dire qu'ils ne comprennent pas ces termes trop compliqués. Ça, c'est important. Alors, Barbara, je ne sais pas si vous pouvez faire un petit test son pour qu'on voit si on vous entend bien maintenant. Alors, on essaye. Écoutez, elle est là, elle est prête, elle est à l'hôpital, elle a sa blouse. Alors, Barbara,
J'ai 2 questions pour vous. Vous êtes partis, du coup, j'ai 2 questions pour vous. Donc ma question portait sur les points de résistance. Vous avez dit: «C'est difficile de changer les façons de faire». Peut-être que vous pouvez en parler un petit peu? Je disais que c'est très difficile de changer, sa façon de travailler parce qu'on peut l'exercer depuis un grand nombre d'années, par exemple, et dans mon unité, par exemple, le principal problème était que certaines infirmières ne voulaient pas laisser les parents réaliser certaines des tâches, qui, sont normalement réalisées. Par exemple, la infirmière voulait que les, bébés soient examinés par elle et ne comprenait pas le rôle, des familles, dans le cadre de ce modèle intégré. Et il a fallu réaliser une formation initiale et ensuite une formation annuelle pour bien insister sur l'importance de la participation des parents dans les soins prodigués à leurs enfants et de quelle façon nous pouvions guider la famille, et former. Il est important d'expliquer que nous sommes là pour faciliter, le rôle joué par les familles et notre travail continue, reste très important, mais c'est juste qu'il y a des choses qui changent un peu, c'est tout. Très bien, merci, merci beaucoup. Alors, je vous garde là, vu que vous êtes, à l'écran. Donc encore une question pour vous. Vous avez parlé donc, des mentors, n'est-ce pas? On a parlé de la formation, mais quelle est la meilleure façon de procéder? Alors, il y a la formation didactique avec des PowerPoint, mais de quelle façon les mentors sont entrés en jeu? Donc cette approche au chevet, comment est-ce qu'on l'intègre dans la démarche? Bien, ça dépend un petit peu de l'unité et des gens concernés, mais de manière générale, hein, je pense que c'est bien d'avoir une formation théorique au début, ça peut être, en e-learning ou un truc quelque chose de similaire et ensuite, on peut avoir, différentes sessions en face à face pour pouvoir, discuter de différents aspects. Concernant la formation, il est important de pouvoir avoir une bonne communication entre les bonnes personnes. C'est au cœur même, de cette approche de soins intégrés. Dans mon unité, par exemple, chaque année, nous fournissons un rafraîchissement de la formation, donc et également il y a un e-learning. Ensuite, discussion en tête-à-tête, en face à face pour pouvoir aborder les différents points. Mais écoutez, très bien, donc le e-learning, ensuite, rencontre en présentiel, ou en tout cas discussion face à face, et cetera. Alors, Livia, maintenant vous mettez la casquette, opérationnelle. Alors, quels sont les obstacles selon vous? Est-ce qu'on pourrait faire ceci, là ou là-bas? Alors, quels sont les obstacles? Et je ne veux pas vous laisser partir comme ça non plus. Peut-être que vous pourrez nous présenter quelques solutions pour surmonter ces obstacles. Ah, Livia, vous êtes figée. Mais bon, avec un beau sourire, donc finalement, ça pourrait être pire. Ah, vous avez perdu, quelques instants, donc répétez s'il vous plaît. Pardon, donc ce que je disais tout d'abord, c'est la connaissance. Donc, on parle de toutes sortes d'hôpitaux dans le monde entier. Nous sommes une organisation médicale et nous devons nous assurer que l'ensemble du personnel médical était formé et sensibilisé. Moi, je suis un peu moins optimiste que Lorena. Je ne suis pas certaine que autant de personnes soient prêtes à franchir le pas pour ce qui est de la zéro séparation. En tout cas, de ce que je vois, en tout cas, au moins dans notre mission, c'est quelque chose qu'il faut améliorer, je pense. Et rien que le fait d'être membre, de ce panel, c'est un bon point de départ. Ça peut inciter à les autres à démarrer des formations. Et il y a aussi le nombre, de participants dans la section. Alors je ne sais pas, mais ça pourrait être une réponse à votre question, de savoir, combien de coordinateurs médicaux, par exemple, on a aujourd'hui aux journées pédiatriques. Ça pourrait être, une des solutions pour MSF, par exemple. Donc comme on le disait, la formation, le coaching, le mentorat,
Eh bien, ce sont des choses qu'il faut continuer à faire au sein de MSF, hein. Et le problème, à mon sens, hein, c'est que souvent nous travaillons en silo, n'est-ce pas? Chacun de notre côté. Donc il y a le département médical, par exemple, et ben, si on parle de zéro séparation, il faut impliquer tout le monde, hein, n'est-ce pas? Alors, en pratique, voilà, bon, on en parle beaucoup, mais en pratique, quand on construit un hôpital, il faut s'assurer que les choses soient mises en place, en vrai, n'est-ce pas? Que ce soit pas uniquement, des éléments sur, une page, une feuille de papier. Voilà, il ne faut pas qu'on ait un lit sans personne qui puisse s'asseoir à côté ou être avec la mère ou le bébé. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment, commencer, au tout début, n'est-ce pas? Et il faut travailler en équipe, et à MSF, nous sommes une équipe, et si on n'est pas une équipe, eh bien, on ne va nulle part, hein. Et il y a aussi cette culture de l'apprentissage, hein. Il faut vouloir apprendre. On ne peut pas croire que, ce qu'on a appris quand on a démarré chez MSIF, continue à être la vérité d'aujourd'hui. Il faut continuer à apprendre, à évoluer, et il y a d'autres étapes également, selon moi, et tout doit démarrer au niveau du siège, et ensuite, voilà, ça doit aller dans le sens, soit vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche, pour voir quels sont les défis, les difficultés. Parce que je crois que la définition de la famille et l'approche famille n'est pas la même partout dans le monde. Donc, il faut s'adapter au contexte de chaque pays. Et pour ce faire, il faut écouter l'équipe sur le terrain et trouver nos solutions, parce que les solutions ne seront pas les mêmes partout, n'est-ce pas? Mais voilà, il faut être prêt à relever le défi. Merci, merci beaucoup, Olivia. Je crois que c'est très important, n'est-ce pas? Il faut qu'on soit tous, tout à fait, au courant, des nouvelles choses. Moi, je me rappelle ma première mission, je me rappelle des choses que je fais différemment maintenant. La première prochaine question pourtant pour vous, Naomi. Là, on a parlé un petit peu du changement de tâche. Alors ça peut aller dans les 2 sens, n'est-ce pas? On ne veut pas, que alors, quelle est votre expérience dans votre hôpital pour ce qui est de ce changement de tâche ou du passage de tâche? Ou plutôt peut-être la répartition, le partage des tâches qui pourrait faciliter la mise en place de la zéro séparation? Très bien. Donc, au début, il a fallu former, les gens avant de démarrer le projet. Il a fallu former les infirmières pour leur expliquer quelle était l'importance de la zéro séparation. Et au début, comme, nous n'avions pas de CPAP, on les a eu un peu plus tard, mais il a également fallu leur expliquer comment utiliser l'équipement, comment utiliser, les, différentes, pièces, dans les différentes, salles, les salles d'accouchement, salles d'opération, par exemple. Il a également fallu former les médecins et leur expliquer, en quoi consistait l'étude, leur expliquer l'importance de la zéro séparation. Et également, l'importance, de prodiguer des soins ou des traitements aux bébés pendant qu'ils étaient en peau à peau avec, leur mère. Donc au début, c'était un peu compliqué quand même, hein. Les gens avaient un peu peur, mais petit à petit, ils ont commencé à comprendre et se sont dit: «Ah oui, d'accord, peut-être que ça peut être fait effectivement, le bébé peut rester avec sa mère, ou, le remplaçant et tout de même recevoir, le soin qui était prévu à l'origine». De la même façon, si le bébé est très malade et a besoin que le père, s'en occupe, eh bien, dans ce cas, on peut peut-être, voir une séparation pendant quelques instants, mais ensuite il retournera avec sa mère. Donc voilà, ça s'est fait petit à petit. Très bien, merci beaucoup Naomi. J'aimerais parler un petit peu du continuum de soins. Honorine, vous en avez parlé un petit peu, mais peut-être pourriez-vous nous
dire quelques mots au sujet de votre expérience pour essayer de mettre en place la zéro séparation ou les soins kangourous au niveau communautaire, donc les établissements de soins de santé, les centres de santé ou ailleurs d'ailleurs. Au niveau communautaire? Non, c'était pour Honorina. Donc, à Barbara, je donnerai la parole tout à l'heure, mais d'abord, c'est Honorina et je reviendrai à vous ensuite, Barbara. Donc, ce que nous faisons, donc, dans les communautés, parce que vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais peut-être que vous pourriez nous dire un peu plus concrètement comment vous avez pu faire en sorte que ce soit fait au sein de la communauté et pas uniquement à l'hôpital, hein. Donc, qu'est-ce qui a rendu les choses possibles ou peut-être quels ont été les obstacles? Non, comme je le disais, j'étais en train de mettre en place la zéro séparation à l'hôpital, mais nous recevions un grand nombre de prématurés et d'autres bébés également qui venaient de centres communautaires ou de la communauté. Donc, il n'y a pas de voiture et nous avons une équipe qui va à la rencontre des gens, une équipe qui assure la promotion de la santé. Donc, nous travaillons tous en tant qu'équipe. Euh, Et nous avons des sages-femmes, des infirmières qui forment les gens au sein de la communauté. Alors, bien entendu, il y a toutes sortes de difficultés. Il y a un grand nombre de bébés qui meurent en route vers l'hôpital, mais au moins, par rapport à la situation de départ, eh bien, nous réussissons à sauver 70 des bébés. Et tous les mois, nous évaluons la situation et voyons où nous voulons arriver. D'accord, merci Honorine. Donc c'est un rappel, effectivement, du fait qu'un grand nombre de ces enfants meurent en route, vers l'hôpital, mais le fait que vous essayiez, c'est fantastique. Tasmine, peut-être pourriez-vous nous parler un petit peu des différences en termes de besoins entre l'hôpital et le domicile? Pour ce qui est de la zéro séparation, donc quels sont vos besoins et qu'est-ce qu'on doit faire peut-être différemment? Alors, c'est un sujet tabou, les bébés prématurés, malheureusement. Donc l'éducation, la sensibilisation, c'est important. La connaissance, c'est le pouvoir. Si tout le monde sur le terrain comprend les risques associés à une naissance prématurée, l'hygiène, des choses simples comme ça, rendent finalement le parcours à la maison bien plus simple. Nous, quand on est sorti de l'hôpital, on était totalement isolés, tout simplement parce qu'on avait totalement peur que notre bébé prématuré soit en contact avec des gens. Et les gens étaient obstinés. euh, et pour respecter nos limites, nos besoins. Donc rien que se laver les mains, des choses simples, hein, ne pas venir sur les malades, c'était difficile pour nous de faire passer le message. Et j'ai l'impression que plus on éduque les gens, plus c'est simple, hein. Je vois un changement maintenant. Ah, donc la pandémie du Covid a été terrible, certes, mais d'une certaine façon, ça a fait changer les mentalités. Et donc, les gens maintenant font des choses simples, comme se laver les mains, les désinfecter, ne pas venir si on est malade. Enfin, donc, je pense que ça serait bien déjà, avant la naissance, d'informer les parents et leur dire que, voilà, si vous avez un enfant prématuré, voici différentes choses que vous pouvez faire à la maison. Parce que voilà, le taux de mortalité après la sortie de l'hôpital est tellement élevé que je pense que c'est aussi grandement dû au manque, de sensibilisation et d'éducation. Et oui, c'est vraiment intéressant ce que vous nous dites, hein. Alors, ce que vous disiez au sujet de l'éducation, donc ça va même, au-delà donc, des soins, des centres de soins, de la famille. Alors peut-être que vous pourriez nous dire un peu quel serait, le meilleur outil selon vous pour, sensibiliser les gens, leur expliquer quels sont vos besoins, leur expliquer ce qu'il faut faire et ne pas faire avec un enfant prématuré. Donc qu'est-ce qui serait vraiment le plus utile selon vous? Donc, est-ce que c'est une émission à la télévision, une appli ou autre chose? Donc, à votre avis, qu'est-ce que ce serait? Alors, je crois que euh, rien que ça dépend un peu des endroits parce que l'accès est différent en fait d'un endroit à l'autre.
On pourrait dire une appli, bon d'accord, mais en Afrique, l'accès aux données ou même avoir un smartphone, c'est pas si aisé que cela pour un grand nombre de personnes. Donc, moi, je me dis que, bon, bah, les gens, ils vont à la clinique et donc peut-être qu'on pourrait avoir un petit livret ou une brochure, enfin, les gens qui viennent, qui donnent des explications. Moi, j'étais impressionnée avec ma dernière, grossesse. On nous a parlé, des naissances prématurées, on nous a parlé des différents signes, parce que voilà, on sait que, il y a des hauts et des bas, donc mais voilà, il y a des indicateurs, par exemple, ma tension artérielle est trop haute ou autre, donc rien que d'expliquer aux gens, voilà, voilà, ce qui peut se passer. Une naissance prématurée, c'est réel, ça impacte tellement, tellement de gens et avec la pandémie, on a vu aussi, hein, une augmentation du nombre de naissances prématurées, donc peut-être qu'on pourrait commencer par la base et ensuite, aller, à des niveaux plus élevés. Mais commençons au niveau de la clinique en donnant de l'information aux parents, par exemple. Moi, je me rappelle ce qu'Honorine disait, ils ont des programmes de communication dans les communautés. Eh bien ça serait génial. Donc en fait, avoir l'information une fois qu'on est confronté à la situation, c'est un peu tard. Moi, j'aurais bien aimé être informée avant. Moi, ma naissance spontanée était tout à fait inattendue, comme c'est le cas dans la plupart, des cas finalement. Et moi, ça fait 5 ans que ce voyage a commencé et je dois vous dire que tous les jours, je continue à apprendre de nouvelles choses au sujet des naissances prématurées. Donc, donnez-nous des outils, accès, l'éducation, la science. Je sais que c'est facile pour nous, on peut aller sur le téléphone, on peut aller sur Google, on peut chercher des informations, mais ce n'est pas le cas, pour tout le monde. Tout le monde n'a pas accès à ces outils, à cette information. Et je pense que il faut également éduquer les générations plus âgées, parce que, elles résistent énormément, surtout, en Afrique. Nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, en fait, qui peuvent finalement, dans un grand nombre de cas, être, les personnes qui, prennent soin des enfants le plus souvent. Donc, elles ne veulent pas en entendre parler. Donc il faut également les éduquer. Leur expliquer les choses d'une façon qu'elles peuvent comprendre. On dit: «Voilà, si vous faites A, ça va faire B, donc il ne faut pas faire A», par exemple, voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment éduquer, sensibiliser, commencer à la base, voilà. Merci, merci. Un message très puissant. J'espère qu'il est entendu par tous. Alors, il y a des questions qui arrivent du public et des questions super, bravo. On va essayer d'y répondre du mieux qu'on peut. Et l'une des premières questions, c'est la prévention les contrôles des infections, la PCI. Alors, Barbara, comment est-ce que vous avez traité cette question? Quel genre de discussion avez-vous eu, Barbara, avec euh, les soins intégrés, la famille, la FICARE? On a moins d'affection quand les parents s'occupent de l'enfant, qui sont les principaux à s'occuper de l'enfant. Nous, on a toujours peur de l'infection, évidemment. Alors, souvent, on pense que c'est moins pire si la famille est intégrée au sein du service. Et en fait, ce n'est pas vrai. Il y a moins d'infections lorsque les familles sont intégrées au service. Alors, bien sûr, il faut les éduquer sur l'hygiène, leur apprendre comment s'habiller, comment enfiler les blouses. Il ne faut pas oublier que le patient, c'est l'enfant, c'est le bébé, mais c'est aussi sa famille. Et si on prend sa famille en compte, ça fait la différence. L'un des objectifs pour nous, c'est justement, c'est important avec cette Family Integrated Care, ce FICARE. Donc, on a moins d'affection lorsque les familles sont impliquées. Ça, c'est un message tout à fait crucial, me semble-t-il. Même question pour vous, Honorine. Quel genre de discussion avez-vous avec vos collègues qui s'occupent de la prévention et contrôle des infections?
Est-ce que c'est des discussions difficiles? Est-ce que vous avez pu atteindre un consensus, un accord avec eux sur la séparation, sur le FICAIR et sur le KMC? Eh bien, nous, on travaille en équipe et il fallait absolument qu'on ait le soutien de tous, la logistique, de la PCI, etc. Donc d'abord, on a fait de la formation de tous, de l'équipe logistique, de l'équipe médicale, des gardes. Et tout le monde n'a pas le droit de pénétrer le service KMC. Les gardes sont là pour contrôler les entrées et on ne laisse rentrer que ceux qui sont formés sur l'hygiène. Pareil pour l'équipe médicale. Et on a un code vestimentaire à la fois pour les mères et pour les enfants qui sont dans l'unité KMC. Et on nettoie le service 3 fois par jour. C'est ça les consignes pour le service KMC. Alors évidemment, on a démarré de zéro, donc ce n'était pas évident. Il a fallu 3 mois pour convaincre tout le monde que c'était tout à fait essentiel de ne pas garder nos chaussures pour rentrer dans le service KMC, qu'il fallait des surchaussures ou qu'il fallait enlever ses chaussures. Et on arrive quand même à avoir 80% des gens qui enlèvent leurs chaussures et qu'on continue la formation, la sensibilisation sur le lavage des mains en disant bon ben voilà, c'est pas que les mères, la famille qui rend visite à l'enfant qui doit se laver les mains, mais aussi le personnel médical. Oui, l'importance d'être une équipe. Vous avez bien raison, Honorine. Une question qui a recueilli beaucoup de pouces levés. J'espère que l'équipe logistique écoute. Comment, Naomi, avez-vous impliqué la logistique dans votre hôpital pour créer un espace qui rendait possible la zéro séparation? Comment est-ce que vous avez dialogué avec les collègues de la logistique? Alors, dans notre établissement, on nous a donné une salle. On nous a affecté une salle. Une fois que on leur a bien expliqué l'importance de la zéro séparation et de cette étude que nous faisions, et puis qu'on avait vraiment informé tout le monde, on a donc eu cette salle avec 8 lits, 8 CEPAP, et on a pu recruter des mères. Mais comme il s'agissait d'un essai randomisé, cas témoins, d'abord il a fallu recueillir les consentements, et puis donner une carte. Ça dépendait évidemment de leur assignation aléatoire dans un bras ou à l'autre. Et puis ensuite, on les a recrutés donc de manière consécutive. On a bénéficié d'un soutien de la direction de l'hôpital qui nous a donc mis cette salle à disposition. Et cette salle a été rénovée pour qu'elle convienne à nos besoins. Et on a vu une grosse réduction de mortalité et même de l'hypothermie qui a été moins dramatique puisque ces bébés ont été transférés directement soit de la salle d'obs, soit de la salle d'accouchement euh, avec la formation aussi de mère de substitution si la mère ne pouvait pas le faire. Et il a fallu vaincre quelques petites réticences dues à leur culture, à la culture qui est différente. On les a aussi formés sur l'importance de la PCI pour réduire le sepsis. Et on a vu dans les 72 premières heures et sur cette étude sur 28 jours qu'il y avait une amélioration. Merci. Donc, on peut peut-être vendre entre guillemets cette idée aux logisticiens. Livia, vous êtes directrice médicale d'un projet.
comment est-ce que vous allez procéder? Vous allez taper à la porte de la logistique. Comment est-ce que vous allez les impliquer? Comment allez-vous y arriver? Alors, je pense que ça dépend un petit peu d'où on en est dans l'historique d'un programme, d'un projet. Est-ce qu'on est au tout début ou est-ce qu'il faut vraiment changer beaucoup de choses? Ça, il ne faut pas l'oublier. Euh, alors, évidemment, on a des discussions, on prévoit, on planifie le parcours patient pour que ce soit plus fluide, etc. Et quand on doit faire des changements, bon, une fois qu'on a tout mis en place, bah, de toute façon, c'est un travail d'équipe parce qu'un hôpital, c'est pas juste l'équipe médicale. Sinon, ça peut pas fonctionner forcément. Euh, Tout le monde, et il faut convaincre tout le monde. Et ce qui est clair, on a, pour moi maintenant, parce qu'on a ce genre de discussion maintenant dans mon projet, et je me rends compte que si les gens ne comprennent pas de quoi on parle, eh bien, ils ne suivent pas. Une fois que les logs comprennent ce qu'on veut faire, alors ça se fait. Et parfois, ils trouvent même des solutions meilleures que celles auxquelles on a pensé, nous, en tant qu'équipe médicale. Et j'essaye quand on met en place la zéro séparation, il faut convaincre que oui, cet enfant-là aussi, il faut zéro séparation pour lui, etc., etc. Avec les logs, c'est pareil. Et donc, il faut travailler ensemble. Et il faut aussi dédramatiser pour que les gens puissent poser des questions sans qu'ils aient l'impression de poser une question stupide. Voilà, je crois que ça, c'est important pour tout le monde de pouvoir poser des questions, même si elles ne sont pas très malignes. Et c'est comme ça qu'on devient une équipe aussi. C'est en permettant à tout le monde, sans se sentir gêné, de poser des questions un peu bêtes. Oui, je crois que c'est important pour tout le monde de la logistique, de l'approvisionnement, etc., des supplies. C'est vrai que c'est pas mal aussi parce que les gens qui ne sont pas dans l'équipe médicale parfois ont trouvé des solutions plus adaptées. Alors, je vais poser d'abord cette question à Barbara, mais je reviendrai à Naomi. Est-ce que ça a affecté la santé mentale dans la phase périnatale et postnatale? euh, Est-ce que ça améliore les choses? Alors, je dois dire que sur la base de mon expérience, les familles qui peuvent s'occuper du bébé sont plus heureuses et sont plus confiance en elles et sont prêtes à rentrer à la maison parce que ils ont été formés, si quand on explique comment prendre en charge le bébé, eh bien la famille est moins stressée, moins angoissée avant de rentrer à la maison. Et c'est important avec dans ce genre de service parce que c'est stressant d'avoir à s'occuper d'un petit bébé prématuré ou très malade. Et donc ça, voilà, on essaye d'éviter ce genre de déséquilibre psychologique. Et quand justement on arrive à impliquer la famille, ça se passe mieux. Alors Naomi, je me souviens plus si vous avez pris en compte ce point sur la santé mentale dans votre étude. Pardon, hein, j'arrive plus à me souvenir dans votre étude les effets sur la famille ou la dépression du postpartum ou est-ce que vous avez regardé ça dans votre étude? Non, on n'a pas pris ça en compte.
Mais la plupart des mères avec lesquelles on a dialogué à la fin de l'étude, lorsqu'ils sortaient, lorsqu'elles étaient prêtes à sortir, lorsqu'on leur a demandé si elles étaient contentes, elles nous ont répondu que oui, c'était fantastique de pouvoir rester avec leur enfant, que comme ça, elles avaient compris ce qui se faisait et comment le bébé était soigné. Et même, ça leur permettait aussi de mieux expliquer à la famille ce qu'on faisait pour le bébé. Et ça a eu un effet positif par rapport aux femmes du bras témoin. Et les mères dans le bras témoin disaient régulièrement, moi j'aimerais bien être dans l'autre bras, celui où on peut rester avec son bébé tout le temps. Donc on a vu qu'il y avait plus de calme, ces femmes étaient plus sereines parce qu'elles ont pu mettre en place l'allaitement plus tôt, elles ont pu vraiment s'occuper de leur enfant. Merci Naomi. Oui, oui, ça a dû être difficile d'avoir ces mères dans le bras témoin qui ne pouvaient pas rester tout le temps avec leur enfant. Et puis, les mères de substitution, plusieurs personnes en ont parlé. Tasmine, euh, euh, comment est-ce que vous réagiriez si une autre mère avait assuré ce lien, cette méthode kangourou à votre place? Alors, avec ce que je sais aujourd'hui, eh bien oui, bien sûr, je n'aurais aucun problème à permettre à quelqu'un d'autre de le faire pour moi. Mais il faudrait évidemment qu'on me l'explique, j'imagine, parce que bon, voilà. Mais si c'est bien expliqué et si on comprend que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'enfant, évidemment, je l'autoriserai sans problème. Honorine, je reviens à vous à propos du KMC avec les pères, Honorine. Comment, comment est-ce que vous avez réussi à les impliquer, à leur faire accepter la situation et à faire accepter la situation aux mères? Oui, c'est pas facile parce que ce sont les mères qui assurent tout. Et quand la mère est malade ou a des jumeaux, alors c'est plus difficile. On a bien expliqué au père l'importance du KMC, l'importance de la zéro séparation. Et je dirais que 90% des pères ont accepté sans hésiter. Et on a impliqué aussi l'équipe santé mentale. Nos collègues de la santé mentale ont expliqué ça au père, à la mère. Donc, notre équipe santé mentale a assisté l'équipe médicale et cela qui a permis ce KMC paternel. On leur a demandé leur permission pour prendre des photos qu'on a affichées dans le service. Et on fait la même chose évidemment pour les mères. Hein. On prend les mères en photo pour montrer aux mères, ben voilà, la méthode kangourou, voilà comment ça se fait. Donc, on prend des photos avant et après aussi quand elles reviennent pour la visite de contrôle. Oui, c'est bien cette idée de photo. Alors, je vais prendre une question du public et puis encore un aller-retour avec Tasmine. Et puis après, on arrêtera. Et voilà cette question. Compte tenu des bénéfices évidents, pourquoi est-ce qu'on les a séparés, ces mères et ces enfants? Est-ce qu'on devrait faire des soins néonataux si on ne peut pas laisser les mères avec leurs enfants? Livia, voilà. Est-ce que
Est-ce qu'on doit vraiment faire de la prise en charge néonatale si on n'est pas capable de maintenir les mères et les enfants ensemble? Oui, mais moi, je pose une autre question. Pourquoi on ne serait pas capable de garder, de mettre cette zéro séparation en place? Oui, bah, on sait bien que c'est aussi une question de place chez MSF. Pour moi, c'est tout à fait euh, praticable. La question, c'est peut-être de savoir qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre en place pour l'enfant, l'oxygénation, etc. Mais ça, c'est toujours une question qu'on peut se poser dans nos programmes. Mais laisser l'enfant avec la mère ou le père, c'est juste une question d'espace physique. Je crois que c'est juste une question de mentalité pour moi. C'est pour cela que c'est important de changer. Et pourquoi on n'a pas la place nécessaire, c'est parce qu'on ne l'a pas prévu. Voilà, oui, j'aime bien cette réponse en forme de question. Pourquoi on ne pourrait pas les laisser ensemble? Merci à tous les membres de la table ronde. Mais une dernière question à Tasmin. Tasmin, si il y avait une dernière pensée, réflexion à partager avec MSF, un message clé pour tous ceux qui nous écoutent. Je ne veux pas vous mettre la pression. Eh bien, en laissant les bébés avec leurs parents, ils vont survivre et ils vont prospérer. Merci beaucoup, Tasmin. Merci beaucoup à tous les intervenants. Je repasse la parole à Sophie. Merci, merci, Kirili. C'est fantastique d'entendre les opérations nous dire il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas y arriver, qu'on ne puisse pas les laisser ensemble, ses mères et ses enfants. Bravo. Bon, voilà, j'ai cette tâche difficile de résumer, de faire la synthèse de cette session. Et on a vu pendant la discussion, la table ronde et les présentations que, il faut que les mères et les enfants restent ensemble dès la naissance et que la zéro séparation permet d'améliorer les soins pour les enfants parce que ça permet d'intervenir avec la méthode IKMC qui peut sauver les vies et qu'il faut limiter la séparation dans tout le parcours de santé avec ces soins FICARE centrés sur la famille. Ça améliore les résultats. On l'a entendu de la part de Tasmin. Cela dit, il y a encore beaucoup de choses à faire sur nos terrains. Il faut un changement culturel, il faut de la formation, mais pas seulement de la formation. Il faut qu'on change notre vision du problème et en impliquant toutes les parties prenantes pour assurer une mise en œuvre réussie de la Family Centered Care, des soins centrés sur la famille. Il y a un certain nombre de défis multidisciplinaires, pas seulement pour l'équipe médicale, mais aussi voilà, pour les logistiques, l'administratif, etc., les ressources humaines. Et il faut aussi impliquer les familles, les mères pour surmonter ces problèmes lorsqu'ils se présentent. On sait que le personnel médical a peur qu'il y ait plus d'infections et que cette peur n'est pas fondée puisqu'on a pu montrer que ces infections sont réduites lorsque les parents, la famille est impliquée dans les soins donnés à l'enfant. Et souvenons-nous que la famille ne vient pas juste rendre visite à son enfant, mais qu'elle doit être partie prenante des soins. Et essayons de donner à ces petits patients si vulnérables le meilleur départ possible dans la vie. Et s'il vous plaît, faites passer ce message. Nous devons commencer à changer notre perception de ce problème de ces nouveau-nés. Merci beaucoup à tous ceux qui ont permis cette session et à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci.